d'abord, il vient de nous rejoindre, 15h46. Bendy Meret, bonjour Nour, bienvenue. Bonjour Guillaume. Ivesta Family Office, vous allez rendre votre verdict face au marché. Ce moment qu'on va vivre, ce verdict que vous allez rendre, est-ce que vous l'assumez ? Alors oui, j'estime et je l'assume que les small et mid cap européennes offrent une diversification gagnante à l'heure du chacun pour soi. À l'heure du chacun pour soi géopolitique, vous prenez le chacun pour soi dans les portefeuilles ? C'est-à-dire investir dans les petites boîtes cotées plutôt que dans les multinationales, c'est ça ? En complément. Donc c'est une forme de diversification finalement. Puisqu'on a beaucoup parlé de la surperformance des valeurs technologiques, des valeurs américaines du S&P 500, mais en fait on n'a pas à rougir en Europe, et notamment du côté des small et mid cap européennes. On note globalement sur l'indice des small et mid cap européennes en 2025 une performance de plus de 20%, nettement supérieure à celle du S&P 500, et pour les très bons gérants qui évoluent dans ce segment, des performances allant jusqu'à 45-50% uniquement sur l'année 2025. Donc une belle diversification finalement à côté, en parallèle d'une exposition plus globale, plus généralisée aux grands indices large cap. Oui. Allez-y, pardon. Ah bah non, j'ouvrais juste la bouche pour respirer, il n'y a pas de problème. Non, mais je voulais vous demander justement, est-ce que investir dans les small et mid cap peut aussi être une solution, un outil défensif face aux effets de change ? Parce qu'on voit quand même de grands groupes très exposés, eux, à l'international, souffrir de la rapidité des évolutions de l'euro face au dollar et du dollar face à plein de devises. Est-ce que les small cap nous en protègent ? Alors effectivement, elles sont complètement, ou en tout cas en grande partie, immunisées contre les différents effets de change, qui sont souvent des vents de face. En tout cas, aujourd'hui, dans un contexte où l'euro se renforce principalement notamment contre le dollar. On l'a vu notamment avec la publication d'LVMH, pour qui les effets de change ont été plutôt relativement coûteux finalement. Les small et mid cap évoluant dans un contexte beaucoup plus régional, voire local parfois, en tout cas européens, sont en grande partie immunisés contre ces effets de change. Mais au-delà de l'aspect des effets de change, il y a surtout deux éléments qu'on juge comme étant relativement importants, qui devraient nourrir la poursuite de ce cycle, de ce fameux réveil des small et mid cap européennes. D'abord sur le plan fondamental. On a généralement des entreprises qui évoluent sur des secteurs de niche à forte croissance, qui se payent sur des niveaux de valorisation qui sont relativement modestes aujourd'hui, surtout quand on compare aux large cap américaines et notamment au secteur technologique. Deuxièmement, et là on parle plutôt d'un côté géopolitique plus que fondamental, il ne nous a pas échappé qu'on va sûrement évoluer dans un monde qui est beaucoup plus polarisé, où les thématiques finalement de souveraineté et de reshoring redeviennent complètement, relativement importantes. Relocalisées. De relocalisation, pardon. Et ces thématiques de souveraineté et de régionalisation, de relocalisation des échanges vont probablement, c'est notre sentiment, en tout cas c'est notre conviction, créer des leaders locaux, régionaux, qui vont être des vrais relais de performance structurelle. On souhaite, et on croise les doigts pour ça. En tout cas, l'Europe en a bien besoin. Alors justement, on va passer aux travaux pratiques. Vous dites, les small caps sont sans doute une option gagnante dans un univers, dans un monde qui se replie sur lui. Est-ce que vous avez des convictions fortes, des valeurs là que vous pouvez évoquer sans les recommander, mais dont vous dites, voilà, on les a en portefeuille. Si on les a en portefeuille dans cet univers-là, c'est pas par hasard et on a des arguments à mettre sur la table. Oui, complètement. Alors dans ce segment-là, on investit pas en direct sur des valeurs. On passe par des acteurs spécialisés. Donc nous, on reste un allocataire d'actifs. On délègue l'aspect stock picking, sélection de valeurs à des acteurs spécialisés, à des fonds actifs qui sont sélectionnés pour implémenter leurs convictions. Et donc parmi ces convictions, aujourd'hui, quand on regarde nos expositions en transparisation de ces fonds, on a une grosse surpondération, en tout cas une grosse exposition au segment cyclique de l'industrie, mais plus spécifiquement de l'industrie de la construction, par exemple, ou de l'armement, de la défense militaire. Dans ces deux segments-là, on peut citer notamment dans l'armement MilDef, donc une entreprise suédoise qui est leader, qui produit des outils électroniques liés à la défense, à la sécurité et l'armement, qui est sur une tendance très forte et qui profite assez significativement des plans de dépenses, d'investissement militaire allemand, certes, mais au niveau européen plus globalement. MilDef. MilDef, exactement. Ah oui, c'est intéressant, toi, on n'en a jamais parlé, je crois, de MilDef encore à l'antenne. Ouais. Jamais. On découvre super idée. Alors, c'est une moyenne valeur suédoise. Ouais. Une autre idée Oui, on peut citer par exemple Danieli qui évolue dans le secteur de l'industrie. C'est une valeur italienne qui est leader dans la construction, l'installation de sites d'usines sidérurgiques à forte valeur ajoutée, qui a notamment gagné en début d'année, ça a été un élément de soutien du cours de bourse sur le mois de janvier, un appel d'offres pour la construction du
du prochain site de sidérurgie de Hyundai aux États-Unis. Donc on a quand même en Europe des leaders dans des industries de pointe finalement, qui sont encore des petites valeurs, mais avec beaucoup de potentiel. Et cette tendance de la relocalisation va très significativement profiter à un bon nombre de ces valeurs-là. Alors voilà, on a des industries et des industriels de pointe. On a aussi des small et mid cap qui sont vraiment adossés aux cycles économiques. J'en veux pour preuve, là, on a parlé de Caterpillar qui a signé de bons résultats et qui est un indicateur d'économie avancée, les engins de construction. Chez nous, il y a Manitou. Et en plus, l'actualité est avec nous. Le titre est en forte hausse et il témoigne justement d'une certaine reprise dans les activités principales de Manitou qui tournent autour des grands cycles macroéconomiques. Tout à fait, avec finalement une année qui n'était pas exceptionnelle, mais sur la fin d'année, on note quand même une belle reprise et surtout un carnet de commandes qui est effectivement très rassurant. Donc on voit un vrai retournement cyclique conjoncturel qui se confirme par la publication de Manitou, notamment du côté des carnets de commandes, et Manitou qui particulièrement, dans ce contexte, a continué à gagner des parts de marché. Donc en fait, on a un double effet finalement, des gains de parts de marché dans un secteur qui reste porteur et des carnets de commandes qui rassurent très significativement les investisseurs. Oui, et la publi de Manitou, vraiment, c'est dans l'actu, ça tombe très bien, ça illustre vos convictions. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, Manitou publie et gagne 16%. Aujourd'hui, Manitou, plus 16% à 20,85 € dans un marché qui progresse aussi. Le CAC 40 gagne 0,4%. Mais évidemment, ce qui impressionne là, en ce moment le plus, alors pour une fois, c'est pas l'IA, c'est l'or. L'or qui a franchi la barre des 5500 $. On a aussi l'argent, le cuivre, le platine sur des records historiques. Mais alors, l'or, est-ce que vous avez d'ailleurs vous-même beaucoup de demandes de la part des clients pour investir davantage dans l'or maintenant que tout le monde en parle et qu'on est sur des records tous les jours ? Alors pas uniquement aujourd'hui, l'or c'est une conviction qu'on porte depuis déjà quelques années, principalement depuis 2022 qu'on a significativement renforcé dans les portefeuilles, puisque l'or c'est pas uniquement une couverture, un hedge contre un ralentissement économique ou de l'inflation, mais c'est véritablement une couverture contre l'endettement public et la stratégie, la thématique de débasement monétaire. Donc on a une couverture qui est beaucoup plus globale et profonde contre un déraillement du système monétaire et de l'endettement public au niveau mondial. Donc c'est pas uniquement un hedge contre un ralentissement économique, raison pour laquelle on a à la fois une forte progression de l'or et des actions internationales finalement. Oui, c'est très intéressant. Et donc cette question qu'on posera tout au long de l'émission aujourd'hui, à ces niveaux-là, et compte tenu de la rapidité de la hausse de l'or, vous dites ces signes, c'est vraiment l'ultime refuge ou le signe qu'on est dans une bulle spéculative plutôt ? Alors, pas de bulle spéculative à mon sens. Les intervenants sur le marché de l'or, ça reste des institutionnels, et notamment les banques centrales. Les banques centrales n'ont pas forcément de velléité de trading ou d'arbitrage sur des valeurs comme l'or, c'est plutôt de l'achat massif pour les stocker dans les réserves des banques centrales. Donc, et surtout, les programmes ne vont pas s'arrêter demain. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'avec des niveaux et un rallye tel que celui qu'on a connu, on pourrait avoir des prises de bénéfices ou un retour de volatilité, mais il nous semble quand même qu'on est sur un cycle durable, haussier sur l'or. Vous donnez un prix, on en est absolument incapable, mais la tendance devrait se poursuivre. Nour Mendy Beretz, Deutsche Bank vise 6 000 $ cette année pour l'once d'or. 6 000, on est à 5 500 en ce moment, on était à 5 000 à peine il y a 10 jours. Ça va on était à 5 000 il y a 10 jours, Goldman Sachs avait révisé leur prévision de 5 000 à 5 400. Oui. Ils ont finalement eu raison en moins d'une semaine. Mais ça va tellement vite, vous savez ce que ça me rappelle, moi, on dit toujours le Bitcoin, c'est l'or numérique. Moi, je trouve que l'or, là, il se comporte comme le Bitcoin. Mais ça va trop vite. Non, il n'y a pas un côté comme ça. Alors, par contre, le Bitcoin, il est stable, lui. Il se comporte comme devrait se comporter l'or. C'est très bizarre. C'est très intéressant et c'est important de rappeler que l'or reste un actif volatile. C'est un actif refuge, par moment, effectivement, mais ça reste un actif relativement volatile. Globalement, la volatilité des actions internationales est autour de 15-16% sur le long terme. La volatilité de l'or est quasiment 2 fois plus élevée à celle des actions. Donc c'est un actif refuge, par moment, contracyclique, mais qui reste un actif volatile. Et donc dans un portefeuille, il faut quand même doser son exposition à cet actif. Nour Mendy Beretz, merci beaucoup Nour d'être passé nous voir sur le plateau de BFM Business. Ivesta Family Office.